Gaëtan Baudin, ce séjour d'1 an au Japon, je pense que vous l'avez préparé pendant plusieurs années. Est-ce que ce que vous avez trouvé au Japon a correspondu à ce que vous attendiez? J'ai trouvé plusieurs surprises. Je m'y étais préparé il y a quelques années, pas à y aller, mais à m'intéresser à ce qui se fabriquait chez les potiers japonais, des potiers japonais dont on entendait parler. Certaines reproductions qu'on avait le loisir de voir de temps à autre. Et aussi quelques petites pièces que j'ai vues chez des amis une fois. Et j'ai eu là-bas de grandes surprises. C'était pas du tout ça. Il y avait ça, mais il y avait énormément plus. Il y avait des très vieilles traditions depuis des siècles dont je n'avais jamais entendu parler. D'ailleurs, dès le début, je suis arrivé dans un de ces endroits-là, environ à peu près 400 000 de Tokyo, chez un potier qui s'appelle Fujiwara-san. Un potier très, très important au Japon, beaucoup plus important que ceux dont j'avais entendu parler. Je suis arrivé là où on fabriquait du bizen-yaki. C'était tout nouveau. C'est unique au monde, c'est-à-dire que, dans le sens que on fait de la poterie là, sans glaçure, la poterie toute nue. Elle est très décorée quand même à cause des effets du bois pendant la cuisson. Alors, les cendres volent un peu partout. On chauffe les fours au bois. Les cendres volent un peu partout et on obtient des décorations souvent très développées. Comme cette pièce-ci, par exemple, a été enfournée de cette façon-là, dans le four, supportée sur une boule de terre qui a fait déformer la pièce. Et on en est très content à ce moment-là, parce que c'est une déformation selon le caractère de l'argile, selon le caractère de la matière dont elle est formée. Et des cendres ont cuit à différentes températures, parce que ça a été mis dans une bouche de feu. Et à certaines places, les cendres ont fondu, sont devenues comme une glaçure qu'on connaît ici. À d'autres endroits, il y avait des morceaux de terre pour appuyer la pièce pour ne pas qu'elle dégringole. Alors, il n'y a pas eu de cendres. À d'autres endroits, de grosses accumulations de cendres se sont produites et se sont demi-agglomérées par un début de fusion, c'est-à-dire une vitrification. Et ben, tout ça a donné ce que vous voyez. Alors ça, c'est la tradition bizen-yaki, vous dites? C'est ça. Le yaki, le mot yaki en japonais veut dire poterie. Alors, on parlera tout le long de notre entrevue, on parlera du bizen-yaki, du shino-yaki, du mashiko-yaki. Ça veut dire poterie de bizen, poterie de shino. Alors les autres traditions, le Alors, shino, oui, partant de... Je suis demeuré 4 mois, j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de plaisir. Partant de là, me suis rendu chez un potier individuel, parce qu'en plus des traditions dont je parle, il y a 3 principales traditions, c'est-à-dire elles sont principales au Japon parce qu'elles se fabriquent encore, il n'y en avait plus que ça. Quelques-unes sont disparues, on les a oubliées. Mais et les autres traditions, c'est le shingaraki. À ce moment-là, cette tradition-là consiste surtout à faire ressortir par plusieurs cuissons de petits morceaux feldspathiques de la pâte. Je pense que j'ai une pièce il ici. faudrait que vous nous montriez là ce que vous voulez dire. Ah, voici. À la première cuisson, ces petits machins-là ne sortent pas du tout. Je ne sais pas si vous voyez les petits points blancs. Oui. Et c'est caractéristique du shingaraki, c'est qu'il est contenu dans l'argile. On ne la tamise pas, on ne la nettoie pas de ces impuretés-là, qui contribuent énormément à la beauté de la pièce. Et là aussi, on se sert beaucoup de la cendre volante qui tombe sur la pièce pendant la cuisson, mais on y prépare une couche de glaçure quand même. On y met une petite couche mince et les quantités de glaçure surajoutées par la suite le sont pendant le procédé du feu. Par le procédé lui-même de mettre le four au bois. Oui, des fois, il y a des collages qu'on brise et qu'on retouche. Et il y a une autre tradition avec laquelle vous êtes entré en contact? Oui, il y a une très vieille tradition qui est peut-être la plus appréciée du Japon. C'est le shino-yaki, où on y fabrique énormément de chawan. Les chawan sont les bas latés employés pour la cérémonie du thé. Et on aime énormément ce shino-yaki-là. Il y en a 3 sortes de shino. Il y a l'aka-shino, le nezu-shino et le shiro-shino. Ça veut dire le shino blanc, le shino rouge et le shino gris. J'ai 2 exemples ici, le shino rouge et le shino blanc. Et à côté des traditions, y a-t-il des courants nouveaux, modernes qui se dessinent? Oui, oui, il y a beaucoup, ce qu'on connaît déjà ici, les potiers individuels, qui travaillent à peu près seuls, enfin pas jamais seuls parce que la main-d'œuvre est tellement facile.
Et quand un homme est maître là-bas, il ne fait plus aucun ouvrage, ne porte plus d'eau, jamais. Il se fait servir par ses apprentis qui sont engagés vis-à-vis de lui pour 10 ans d'avance, s'il échange. Lui enseigner le métier à condition qu'il demeure 10 ans. Même les 3 premières années, il n'a pas le droit de faire de poterie. Alors, il y a les potiers individuels qui sont souvent considérés comme des grands artistes et qui fabriquent des pièces uniques pour la plupart. Ce qu'on connaît déjà ici. Enfin, c'est un peu plus la méthode de nos potiers habituels qu'on a ici aux États-Unis, au Canada et en Scandinavie. Ils sont très, très, très considérés. C'est des hommes très importants quand ils deviennent fameux. Enfin, aussi importants que vos acteurs de la télévision. Il y a un nom très connu en Occident, c'est Hamada, je crois. Hamada est le plus connu en Occident à cause de sa liaison, sa rencontre avec Bernard Leach, un potier anglais qui a étudié, qui a vécu une grande partie de sa vie au Japon, mais qui est actuellement installé en Angleterre et qui a présenté à l'Occident Hamada et la tradition orientale de la poterie. Mais ce n'est pas le plus important au Japon. Non, non. Au Japon, ils tombent en 10e place parce qu'ils sont tous cotés. Il y a le premier qui est Arakawa. Voici une autre surprise, je n'avais jamais entendu parler de lui. Et au Japon, il est considéré comme le plus grand des potiers, il l'est d'ailleurs, je crois. Et il y a Fujiwara, chez qui j'étais, 3 ou 4e. Il y a Kobe Kato à Tokyo, qui est un des grands, parmi le 2e, je crois. Il y a un potier qui s'appelle Tokoro Kato, qui est 4e ou 5e, à qui est arrivée une histoire très intéressante. Pendant qu'il était parti en voyage en Europe, son fils a vendu un antiquaire à un chino, parce que Tokoro Kato sait faire du chino, du oribe, du shingaraki, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et il peut faire à peu près n'importe quoi, tel que la tradition, et dans les mêmes formes, les mêmes méthodes. Il retrouve tout. Un homme extraordinaire au point de vue technique. Et son fils a vendu, parce qu'il avait probablement besoin d'argent, a vendu un petit antiquaire, un des chinos que Tokoro a fait. Prétextant que c'était une antiquité. La pièce est partie du petit antiquaire et s'est rendue dans un musée très important et s'est vendue pour une fortune. Elle était à ce moment-là considérée comme un authentique. Quelques mois plus tard, après son retour, Tokoro Kato a vu sa pièce dans un musée. Il y a eu toutes les misères du monde, ça lui a pris 2 ans à venir à bout de prouver que c'était lui qui l'avait fait, que c'était pas un authentique chinois de, je sais pas moi, du 6e siècle, disons. Et est-ce qu'on reconnaît tout de même la valeur de ce que font les potiers d'aujourd'hui? Ah oui. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires assez riches qui sont de très grands collectionneurs. En passant, c'est une des difficultés que ont les directeurs de musées au Japon. Enfin, pratiquement toutes les plus belles choses sont possédées par des particuliers. On a beaucoup de difficultés à avoir de bonnes collections dans des musées parce qu'il y a énormément d'hommes riches qui achètent des pièces des potiers importants. On fait des très grands voyages avec des bagnoles et des chauffeurs privés, de belles bagnoles. Chez des potiers importants pour s'acheter une pièce de poterie. On y passe la journée, on arrive assez tôt et on passe la journée à boire du saké et à regarder quelques pièces au courant de la journée. Dans une chambre tatami, là, un salon tatami. On sait que le Japon s'est beaucoup industrialisé au cours des dernières années et que dans une certaine mesure, il subit l'influence occidentale. Est-ce que ça se manifeste, ça, dans le domaine de la poterie? Pas chez les potiers que j'ai rencontrés qui travaillent de méthodes anciennes, selon des traditions anciennes. Ils refusent absolument même de modifier leur tour, qui, à mon avis, est assez moche, au point de vue technique, au point de vue mécanique. Surtout aujourd'hui, on est très exposé à de très belles mécaniques avec le progrès de l'industrie. Et ils refusent de modifier ces tours assez branlants et assez difficiles. Parce qu'il y a un aspect dans la poterie japonaise qui est très, très important. C'est la communion avec la matière et aussi l'exploitation des accidents. Enfin, on ne l'exploite pas, l'accident. Bon, c'est bienvenu. Je sais pas, c'est parce qu'on est habitué à vivre dans des tremblements de terre et des cataclysmes, mais on semble très, très, très bien s'acclimater de ces mauvais tours parce que, justement, ils sont mauvais et je vais vous donner un exemple. Les vitesses sont très variables. Hein? Ils ne sont pas assez lourds, alors aussitôt qu'on essaie de façonner, d'attacher, les tours modèrent. Et la modération du tour pendant une opération rend ça extrêmement difficile, mais ça marque davantage les pièces au tournage. Alors, ça donne plus d'empreintes de l'homme qui est en train de travailler.
disons, plus d'imperfections au fond. Puis donc, c'est plus semblable, c'est plus humain à cause des imperfections qui s'impriment dans cette pièce-là. Et voici la raison pour laquelle ces potiers-là ne se laissent pas très, très bien influencer par la révolution industrielle.